Donc, bonsoir à tous et bienvenue. Très content de vous retrouver pour un nouveau webinaire on va parler support et résistance. Je ne vais pas tarder, bien sûr, à partager directement l'écran et on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet avec déjà cette petite présentation que je vous ai réservée. Donc ici, je vais juste aller chercher ça, m'assurer que j'ai bien la partie discussion ouverte pour pouvoir répondre à vos questions. On a échangé déjà depuis quelques minutes ensemble. Salut Jandam qui me disait coucou, justement, bienvenue à toi aussi. Bruno participe aussi, il nous disait Françoise. Yves qui nous disait bonsoir JD, bienvenue à toi aussi. Du coup, Yves, ça fait plaisir Françoise en tout cas, merci beaucoup. Allez, du coup, on démarre ici, c'est le webinaire, bien sûr. Tout savoir sur les supports et résistances en trading pour débutants. Donc, on va regarder plusieurs petites choses. Des zones support, vous allez voir qui ne restent pas support tout le temps, puisque ça se passe aussi de l'autre côté par la suite en résistance, vice-versa, et on va regarder le pourquoi du comment, l'identification, tout ça, bref. Comme d'habitude, vous allez voir, c'est un peu le même schéma. Donc, bien sûr, des webinaires du coup, qui ne seraient pas possibles sans Admirals, avec des régulations à travers la planète ici, des conditions de trading très intéressantes, plusieurs versions de MetaTrader. Donc, on a MetaTrader 4, MetaTrader 5, on a le plugin extension édition suprême. Il y a même Stereo Trader désormais disponible chez Admirals. Donc, en plus de cette édition suprême que je vous montre chaque jour dans la matinale Admirals, l'application téléphone aussi, on a un service de carte de crédit désormais disponible chez Admirals, en plus de copy trading. Donc, pas mal de choses pour différents profils, on va dire, qui peut être tout à fait intéressant. Au programme de ce soir, de quoi on va parler et surtout comment on va parler, puisqu'on connaît le sujet, support, résistance. On démarre comme d'habitude avec la définition, mais là il y a plusieurs définitions puisqu'on parle de support mais aussi de résistance. On va voir comment les identifier sur les graphiques, comment les trader. Et bien sûr, pas mal d'exemples à la fois théoriques, mais aussi pratiques. Donc, n'hésitez pas, pendant la présentation, si vous avez des questions, je reviendrai sur le chat de temps en temps. Mehdi qui nous dit bonsoir, bienvenue à toi aussi Mehdi, j'espère que tu vas bien. On démarre déjà et on rentre directement dans le cœur du sujet avec une première définition. Définition d'un support. Qu'est-ce qu'un support? Alors, déjà, on va parler très, très souvent de zone support et de zone résistance. Vous verrez ici, je vais du coup aller un peu dans le détail, bien sûr, dans ce webinaire, fonction des supports et résistances. Ce n'est pas qu'un niveau de prix, c'est une zone de prix, du coup, qu'il faut prendre en compte. Donc, côté support, qu'est-ce que c'est? Niveau de prix. / vous l'avez compris, zone de prix sur les marchés. C'est obligatoirement, quand on parle d'un support, un niveau de prix qui doit être inférieur au prix actuel. Sinon, on ne parlera pas de zone support. Donc, élément important, tout ce qui est en dessous du prix actuel, qui est une zone de prix d'intérêt, on va dire, c'est, on pourrait dire, une zone support. Donc, à partir de là, comment on sait que le niveau de prix en question est une zone support? On va étudier le comportement du prix autour en fait de ce niveau de prix et un peu plus au-dessus, un peu plus en dessous pour créer un peu cette zone support. Donc, c'est là où on ira voir qu'on a des réactions, des rebonds principalement aussi, puisque ça va être aussi le principe même d'une zone support. On verra qu'il n'y a pas que des rebonds possibles autour de ces zones support, j'en parle par la suite. Donc, bien sûr, ces réactions sont suscitées bien par l'intervention d'acheteurs sur le marché, puisqu'on parle de zone support, donc on parle de niveau de prix inférieur au prix actuel, sur lequel le cours vient du coup directement. Et là, je vous ai fait une petite illustration théorique. Vous avez un niveau de prix, par exemple, ici à l'horizontale, zone support en vert. On a un cours qui, du coup, évolue, qui vient taper sur ce niveau-là, la zone support, et qui trouve du rebond, en fait, sur le point 1 ici, pour mieux réagir, pour mieux rebondir. C'est ça le principe même d'une zone support, et donc le comportement attendu dans un premier temps, bien sûr, quand on voit un cours, peu importe l'actif, puisque là, on parle vraiment de concepts qui touchent à n'importe quel actif du coup financier. Et à partir de là, c'est le comportement auquel on s'attend quand on a une zone support qui est bien définie, bien du coup étudiée, analysée. Je n'allais pas dire bien précise puisqu'on parle de zone quand même, donc il faut garder une petite marge de manœuvre. Donc voilà ici l'idée d'une zone support. Qu'est-ce que c'est? C'est un niveau de prix forcément inférieur au prix actuel où est suscité de la réaction et des rebonds. Et derrière, bien sûr, c'est l'intervention d'acheteurs sur le marché qui aide à pousser tout simplement à la hausse et à réagir sur un niveau de prix. Donc ici, côté support, un exemple un peu plus pratique directement avec déjà un graphique ici. On a un marché, le GBP/USD, donc on parle du Forex ici, qui du coup négocie à la baisse, donc tendance baissière. On arrive jusqu'à un niveau
à l'horizontale, donc un niveau zone support. On va parler ici, par exemple, des 1,1150. Hein, c'est un exemple que j'ai été chercher sur les graphiques. Et on voit clairement qu'on a du rebond. Alors, je vous ai mis un seul rebond, mais dans le détail, on peut voir qu'on a plusieurs rebonds. On a en tout 3 tests ici sur cette zone rebond et se suscite en fait la réaction et le retournement de la tendance. Donc là, vous voyez de manière un peu plus concrète déjà la suite de l'exemple théorique que je vous ai montré il y a 2 secondes sur le concept même de ce qu'est une zone support. On est sur un niveau de prix 1,1150 inférieur au prix actuel jusqu'à ce qu'on vienne toucher le niveau. On a de la réaction, on a un rebond qui est créé et ça marque l'intervention aussi déjà des acheteurs, hein, tout simplement, des spéculateurs / investisseurs. Ça dépend des horizons de temps aussi sur lesquels ils interviennent, mais ici, le rebond est suscité autour de cette zone de prix. Donc voilà la définition simple et claire d'une zone support. On va passer bien sûr ici directement, et je vais revenir sur le chat après, hein, à la définition d'une résistance, mais vous en doutez, c'est pas très loin. La résistance, c'est quoi? C'est également un niveau de prix, / un petit peu, j'ai envie de dire, zone de prix, qui se situe obligatoirement au-dessus du niveau du prix actuel, et où on a aussi également des réactions. Cette fois, c'est pas plutôt des rebonds, on appellera plutôt ça des rejets, puisque du coup, c'est un niveau de prix supérieur au prix actuel, où on a une certaine intervention des vendeurs sur le marché pour pousser à la baisse. Donc, de manière théorique, ça donne ce niveau de prix à l'horizontale. Je vous l'ai mis en rouge un petit peu plus haut, puisque le concept, hein, je vous rappelle un petit peu, les supports, on peut le voir un petit peu comme des niveaux de soutien, bien sûr, tandis qu'en fait, les résistances, on peut les voir un peu comme des plafonds, des barrières ou des niveaux de prix qu'on a du mal à franchir à la hausse. Donc là, c'est vraiment une barrière, une frontière un petit peu, un plafond sur lequel le prix va venir se négocier. Il monte, il monte, il monte. Il commence à toucher la zone, il réagit et il repart donc sur ce point 1 ici à la baisse de l'autre côté. Donc, même exemple, bien sûr, théorique que le support, mais ici pour la résistance, c'est exactement la même chose à l'opposé, donc dans l'autre sens en fait. Il y en a un, c'est un rebond pour mieux monter, il y en a un, c'est un rejet pour mieux descendre, tout simplement. Donc d'un point de vue un peu plus pratique déjà, on a ici, pareil, toujours le GBP/USD, on a cette fois-ci une tendance haussière qui arrive jusqu'à un niveau de prix, une zone de prix à l'horizontale ici en rouge. On a cette réaction autour d'un niveau, je l'avais marqué ici, autour des 1,25. Et en l'occurrence, on a cette réaction qui nous entraîne ensuite un petit peu plus bas. Bref, une réaction un peu typique et en tout cas attendue dans un premier temps à chaque fois sur ce genre d'obstacle qui représente ces résistances en fait. Freddy, tu nous dis bonsoir Jérémy, bonsoir tous les traders, bienvenue à toi Freddy, j'espère que tu vas bien aussi. Mehdi également, mais je crois que je t'avais dit bonsoir déjà Mehdi. Je n'arrive pas à gérer les pertes. Alors on en reparle si tu veux, Jam un petit peu après, mais c'est plus des topics aussi pour peut-être les lives, la matinale du matin. Parce que pour la gestion des pertes, je t'invite à regarder sinon aussi le webinaire sur le money management et aussi le webinaire sur le backtesting. C'est 2 éléments très importants qui vont t'aider à mieux comprendre et à mieux gérer tes pertes également, voire les réduire aussi. Voilà, petite parenthèse par rapport à ça, bien évidemment. Donc, on va continuer. J'espère que cette définition déjà support et cette définition résistance est claire et nette pour tout le monde avec ces petits exemples ici aussi. Donc, hop, on va continuer directement. On va passer sur l'aspect un peu plus de l'identification de ces zones support et résistance. Et à partir de là, on a plusieurs options. On a tout ce qui est sommet et creux. Donc, on va aller, bien sûr, sur les graphiques, en parler et voir ça concrètement. Donc, un sommet, un creux. On avait fait aussi la dernière fois déjà quelques petits points là-dessus. Comment identifier des sommets, des creux. Je vous avais partagé dans le webinaire, justement, on parlait des fausses cassures, l'identification systématique possible de sommets et de creux à l'aide d'indicateurs tels que Ekenashi, l'indicateur fractal, ce genre de choses. On va retrouver aussi d'autres possibilités, l'indicateur point pivot qui est énormément répandu sur les marchés et à travers les traders particuliers. Il y a des traders pro aussi, bien sûr, qui les utilisent. On a aussi le fameux tracé de Fibonacci avec ses retracements qui peut susciter du coup vraiment des belles zones support ou résistance selon le sens du marché et du tracé qu'on va faire. Quand on parle de Fibo, il faut savoir, il n'y a pas que les retracements. Je vous ai fait un article complet il y a un bon moment déjà sur le site internet admiralmarkets.com/fr où vous retrouvez les extensions de Fibonacci, les retracements, bref, les 6 stratégies qui tournent autour de Fibo, et où vous retrouvez aussi bien sûr ce concept de zone support et résistance à travers plusieurs de ces outils-là.
On a aussi, pourquoi pas, d'autres exemples comme les bandes de Bollinger. On va aussi avoir des moyennes mobiles qui sont plutôt des zones support et résistance à ce moment-là un peu plus dynamiques. Il faut savoir que les bandes de Bollinger, c'est aussi une moyenne mobile centrale avec une déviation dessus en dessous, mais ces déviations donnent aussi des niveaux qui peuvent nous permettre d'identifier plus simplement également des zones résistance et des zones support. Et on a aussi autre chose, tout simplement quelque chose de base, quelque chose de très logique, les prix psychologiques. Les marchés aiment ce genre de choses-là. Vous le voyez dans la matinale annuelle, je vous parle beaucoup et très souvent de niveaux clés, de niveaux psychologiques. C'est des zones, on le sait, mais ces niveaux de prix nous aident aussi à trouver ces zones et à être plutôt bien respectés aussi dans le temps. Donc voilà plusieurs moyens déjà d'identifier aussi ici bien tout simplement ces zones support et résistance qui sont très utiles pour faire un trading autour de cela. Je vous ai mis un exemple ici, par exemple, avec les bandes de Bollinger, paramètres standards, hein, on ira voir ça sur les graphiques, d'un passage intéressant. Un passage où vous voyez qu'on retrouve un premier test sur la borne haute ici, un deuxième test suivi d'un dernier test et troisième test ici pour marquer le rejet. Donc, on a bien ce concept ici, à l'aide de la borne supérieure de l'indicateur bande de Bollinger, l'identification possible d'une zone de résistance, puisqu'on a plusieurs tests et on a des rejets incapables de casser. On ne fait que mécher à chaque fois et la résistance se tient. Un autre indicateur ici, alors je vous l'ai surligné en plus, c'est l'indicateur ici point pivot. Ce qu'on a ici en orange, c'est le point pivot journalier, d'ailleurs d'un des graphiques live qu'on va aller voir dans un instant, qui marque tout simplement une première réaction. Alors, on a une petite cassure de quelques bougies. On reteste immédiatement la zone. On a un deuxième test ici, troisième, quatrième test. Bref, une zone support définie avec le point pivot journalier. Vous allez le voir, hein, c'est la touche en fait PVT du mini terminal présent dans l'édition de Supreme Chain Mirage qui m'a permis de trouver cet exemple très simplement sur les graphiques qu'on ira ouvrir ensemble dans très très peu de temps. Je reviens juste sur le chat. Ici, on a Aloui qui nous disait bonsoir aussi. Bienvenue à toi, Aloui. Freddy, je crois que je t'avais dit bonsoir. Hein, du coup, Freddy, ouais. On avait aussi, du coup, Sylvie qui nous disait bonsoir. Bienvenue à toi, Sylvie. Tu nous disais, est-ce que les mèches sont plus importantes que les bougies pour identifier les niveaux importants? Alors, je te dirais que les deux sont importants. Les mèches sont très importantes pour y voir aussi la manipulation d'une tentative qui échoue, mais la clôture est très importante parce que aussi, ça va te permettre soit d'invalider ton scénario, soit d'attendre un peu le principe dont on a parlé dans le webinaire. Je crois que c'était pas le webinaire précédent puisque c'était les doubles sommets, doubles creux, mais dans le webinaire encore d'avant, on parlait des false breakouts, c'est-à-dire des fausses cassures justement. Et dans ce webinaire, je vous expliquais que aussi bien les mèches que les clôtures sont importantes parce que c'est ce qui se passe aussi juste derrière qui a de l'importance, soit la réintégration directement, soit le maintien avec la mèche et le rejet qui se fait. Tu vois ce que je veux dire? Dis-moi si c'est clair pour toi, Sylvie. On a Nibom qui nous dit bonsoir, Jérémy, bonsoir à tous, bienvenue à toi, Nibom. J'espère que tu vas bien aussi, content que tu sois des nôtres. Donc voilà, des petits exemples, du coup, comment identifier simplement des sommets, des creux, mais également, bien sûr, des zones support, des zones résistance. On va aller dans le détail, on va voir différents graphiques, bien sûr, et différents exemples encore ensemble. Est-ce que déjà, jusqu'à présent, il y a des questions en particulier, que ce soit sur la définition, que ce soit sur ces outils ici qui nous permettront d'identifier, hein, selon le choix que chacun fait, bien sûr, ces zones support et résistance. Donc, petit rappel, sommet creux, point pivot, il y a du Fibonacci, mais il y a un éventail, hein, c'est le cas de le dire, du coup, d'outils Fibonacci disponibles et d'autres deux, trois autres indicateurs. Ils ne sont pas tous listés ici, puisque il y a pas mal de choses qui sont possibles aussi pour mettre du coup les choses en place. C'est clair pour Françoise, parfait. On va continuer du coup. Alors, comment trader brièvement ici? On va en parler quand même. Il y a différentes façons de trader les zones support résistance. On peut les trader dès leur formation, c'est-à-dire que dès qu'on identifie une zone support, on peut placer de manière un peu bête et méchante, j'ai envie de le dire, mais pas forcément, ça dépend comment on le fait, un ordre en attente. C'est ce que j'appelle trader une zone support, trader une zone résistance dès sa formation. Donc on l'identifie, boum, on cale directement un ordre en attente au-dessus, en dessous ou dessus, et puis bon, on a un stop, on a un TP, etc. Je vous l'ai mis en rouge parce que c'est une approche qui est très agressive si elle n'est pas bien entourée et bien justifiée. Par contre, en vert, je vous ai mis un autre moyen, bien sûr, de travailler ces zones support et résistance, et c'est plutôt sur pullback. Le pullback, c'est le retracement, c'est le retour du cours sur la zone en question. Et ça signifie forcément déjà que vous êtes en tendance. Donc, ça va vous donner déjà plus de probabilité également de succès. Les premiers exemples que je vous ai montrés ici à titre de théorique vraiment et pratique, c'est vraiment une tendance baissière qui tombe sur un support et boum, ça crée le rebond. Ça, c'est pour schématiser le principe même, bien sûr, d'un support. Et
exemples symétriquement opposés, j'ai envie de dire, du côté de la résistance. Mais il faut savoir que ces zones support et résistance, vous pouvez les trouver en tendance. Et c'est en tendance que vous aurez aussi le plus de succès, j'ai envie de dire, plus simplement, plus facilement, entre guillemets, parce que, eh bien, quand on est dans un beau marché en tendance, peu importe un peu la solution qu'on utilise, on a tous tendance à gagner, en fait, dans les marchés qui sont en tendance. La grande question, c'est à quel point on est capable de rentabiliser et à quel point on est capable de garder ses gains alors que le marché s'arrête de trader cette tendance. C'est surtout ça qui fait une énorme différence dans le trading pour la plupart d'entre nous, tout simplement. Donc, je vous ai mis aussi un autre moyen parce que ça fait référence justement au webinaire, donc pas le précédent, celui d'avant, sur les fausses cassures, puisqu'on peut trader les supports et résistances à l'aide de ce concept des fausses cassures. Et pour ça, je vous invite à regarder le webinaire en question. Je le mettrai dans le descriptif de la vidéo justement et vous pouvez le retrouver déjà sur la chaîne YouTube. Il est en replay également, puisqu'on fait appel à ces zones support et résistance et du coup, on attend justement un phénomène de fausse cassure pour pouvoir en bénéficier. Donc voilà un peu les trois manières que je voulais souligner ici ce soir de trader du coup et de manière un peu plus concrète ces zones support et résistance. SOS qui nous disait, pardon, alors Nibom déjà, tu nous disais, mon premier webinaire, jusque-là tout va bien. Parfait Nibom, ça fait plaisir, top, top, top. SOS qui nous disait quel est le meilleur time frame pour tracer ses supports et résistances. Alors, tout dépend l'unité de temps aussi sur laquelle tu veux intervenir. Je prends un exemple. Si tu traces par exemple tes supports et résistances en graphique horaire alors que tu trades sur des graphiques journaliers, daily, ça n'a pas de sens. Parce que l'idée ici, si tu veux, c'est d'avoir des zones support et résistance importantes, donc qui viennent d'unités de temps supérieures, idéalement, ou du graphique même sur lequel tu trouves, pour pouvoir en tirer avantage. Donc, par exemple, imagine, tu traites du H4, tu peux dessiner des zones support et résistance sur du H4. Mais tu peux, du coup, aussi dessiner des zones support et résistance sur du daily, sur du weekly. Comme ça, tu seras sur ton trading H4, mais avec des zones support H4 et résistance H4, mais tu auras aussi des informations de zones support daily, voire weekly, donc c'est-à-dire à chaque fois, bien sûr, journalier et hebdomadaire, supérieurs au graphique sur lequel tu te trouves, qui pourront donner des informations assez aussi, bien sûr, importantes, parce que ce qui est la logique qui est suivie bien sûr sur les marchés, c'est que si vous avez une zone support hebdomadaire, elle aura notamment normalement bien sûr plus d'importance que votre zone support par exemple en graphique 5 minutes. Là, je prends un exemple assez large pour bien illustrer bien sûr ce que je dis là. Dis-moi si c'est clair pour toi SOS. Pour moi, si tu veux, il n'y a pas de meilleur time frame parce que ça va dépendre du coup le temps que tu es prêt à passer derrière les graphiques. Ça va dépendre du coup l'écart que tu veux entre ton unité de temps sur lesquelles tu vas travailler tes zones, par exemple, et l'unité de temps sur laquelle tu vas intervenir, parce que tu as peut-être pas beaucoup de temps dans ta journée pour trader, parce que tu as différentes choses comme ça qui font que le cas par cas est important aussi pour ce genre de choses. Donc, je n'aime pas dire qu'il y a telle meilleure unité de temps pour des zones support et résistance, parce que ça dépend si tu es en swing trading, en intraday, en scalping, etc. Yes, tellement clair, tu nous disais SOS, parfait SOS, très content que ce soit clair. Quelle est l'unité idéale pour faire son analyse, nous disait Yves. Alors, ce que le schéma vraiment général que je partage avec vous dans la matinale Admiras tous les jours, c'est de partir du graphique journalier, descendre sur le graphique horaire et ensuite aller sur du 5 minutes par exemple. Donc ça, c'est une routine que j'ai mis en place depuis très très longtemps, depuis le début quasiment que je fais ces lives chez Admiras, donc c'est quasiment 2016. Et à partir de là, je voulais vous mettre cette routine en place pour vous montrer justement que l'étude de plusieurs unités de temps est pertinente dans le trading. C'est carrément même ultra pertinent du coup pour le trading qui est possible du coup de faire pour nous autres traders particuliers. Et à partir de là, je trouve que déjà de regarder le point de vue journalier, c'est toujours une bonne chose puisque chaque bougie représente une journée, ça nous donne des informations intéressantes et une tendance ou un contexte largement plus grand que les points d'intervention si on est en intraday derrière. Mais au moins, ça nous donne un contexte intéressant et derrière, on affine en descendant sur les unités de temps. Donc ça dépend à quel point aussi tu veux complexifier entre guillemets, parce que quand tu souhaites faire du backtest par rapport à des zones support et résistance, plus d'unités de temps tu étudies, plus ça va être compliqué pour toi de réaliser ce backtest. Tu vois, donc il faut trouver un juste milieu parce que pour moi le backtest est essentiel sans données statistiques qui prouvent du coup que la méthode du coup dans le temps fonctionne avec ses bons côtés, ses mauvais côtés et qu'on apprenne et qu'on connaisse
du coup ces datas-là, eh bien c'est d'autant plus compliqué d'avancer parce qu'on est un peu laissé à soi-même et notamment en réaction humaine. Si vous vivez un drawdown sans savoir à quoi vous attendre, la plupart du temps, vous allez en fait abandonner la stratégie que vous êtes en train d'utiliser, passer à une autre et vous serez dans ce cercle vicieux. Je le sais parce que c'est ce que j'ai fait au début et c'est ce que beaucoup de traders font. Ils passent de système en système en système en système, de stratégie en stratégie. Ils prennent le nouveau truc qui arrive, etc. Parce que il y a un manque de connaissances profond en fait de la méthode déjà utilisée à l'heure actuelle par le trader. Donc après, voilà, c'est un travail clairement qui est important. Le backtest, c'est pas simple, c'est pas rapide, etc. Mais c'est le dur labeur pour moi qu'on doit tous faire pour passer au travers en fait, hein, pour pouvoir avoir quelque chose qui se tient dans le temps ensuite. Petite parenthèse ici, backtesting, hein, et très très souvent ça revient sur la table avec moi, vous en doutez. Ça, price action par exemple. Christophe qui nous disait combien de touchettes pour valider un support et une résistance. J'aime beaucoup ton terme touchette. Alors, on va en parler sur les graphes ici. Je vais vous faire déjà quelques petits exemples. Mais typiquement, pour moi, l'identification d'une zone support, il faut minimum, idéalement, 2 niveaux. On peut parler d'un niveau si c'est un niveau psychologique, mais de là en fait, à attendre une opportunité autour de ce niveau-là, alors qu'il n'y a eu qu'un test, pour moi, ce sera pas forcément quelque chose de pertinent. Donc, minimum 2, hein, minimum 2. Mais là, excusez-moi, on va regarder. Déjà un exemple en tendance, quelque chose de très très simple, c'est une moyenne mobile ici qui est affichée sur cet exemple-là. On a un premier creux, on a un deuxième creux, troisième, quatrième, cinquième creux. Vous voyez que tous ces creux-là sont dans la même zone. En fait, on a une zone support qui se tient dans un marché en tendance haussière selon cette moyenne mobile, indicateur technique qui du coup calcule la moyenne sur le nombre de bougies selon la période utilisée. Et en l'occurrence, on ne fait que lire et identifier des creux dans une tendance haussière pour, par exemple, ici, y trouver bien sûr une zone support et vous retrouvez en fait plusieurs tests toujours dans la même zone. Ça tient, ça tient, ça tient, ça tient jusqu'à ce que ça finisse par finaliser le rebond qu'on attend depuis la zone support. Donc ici, un exemple très simple de zone support, juste l'identification des creux, plusieurs creux dans la même zone support. Elle tient pas. Ça, c'est des probabilités qui se mettent en place par la suite, comment on étudie du coup la tendance, l'unité de temps sur laquelle on se trouve, etc., etc. Et puis bon, là c'est un exemple où ça se tient, ça finit par casser. Et ensuite, vous voyez, on revient un petit peu sur du coup la moyenne mobile, etc. Donc voilà, ici, premier exemple déjà aussi d'une zone support qui se tient, juste avec l'identification de creux, là, sans concrètement d'indicateur ou quoi que ce soit, juste avec du coup ce principe même d'avoir la formation du price action qui nous identifie des zones de rebond. Là, on va regarder des zones de rejet, puisqu'on parle maintenant d'une zone de résistance. On va ici être toujours selon ce principe de tendance avec une pente de moyenne mobile baissière. On a un premier sommet qui se forme là, un deuxième, un troisième et même un quatrième. Pareil, le tout toujours dans la même zone. Vous voyez, il y a une petite clôture au-dessus, il y a une petite mèche par-ci, par-là. C'est là où on a ce principe quand même de zone plutôt que de niveau de prix ultra précis qui, du coup, est important en trading, bien sûr, puisque c'est là où il y a aussi, du coup, une incompréhension des fois. On se dit, mais oui, mais là, du coup, la résistance a été cassée de 3 pips, par exemple, si vous êtes sur Forex. Donc, vous dites, selon l'unité de temps, ça joue aussi attention, bien sûr, parce que 3 pips sur un graphique, 1 minute, ça peut être du coup une confirmation de cassure, mais par exemple, 3 pips sur un graphique H4 d'une zone de résistance, ce n'est en rien une confirmation de cassure de la zone de résistance, si vous voyez bien ce que je veux dire. Donc, exemple ici d'une zone de résistance avec plusieurs tests, mais dans cet exemple, j'ai voulu vous montrer autre chose aussi. Certes, on réagit à la résistance, mais le marché bouge toujours de zone en zone, en fin de compte. Le marché ne fait que 3 choses, comme je le dis très souvent. Ça range et c'est en tendance haussière ou baissière. Donc, le range, la tendance haussière et du coup, la tendance baissière. Et si vous voulez, ce concept-là nous amène à passer de zone en zone aussi, puisque on peut aussi bien avoir ces zones support-résistance en range que ces zones support-résistance en tendance. Et c'est également le cas ici. Donc là, vous allez voir, on a du coup 2 creux qui se forment, 3 creux qui se forment, 4 creux. Quelque part de l'autre côté, on a une zone support qui tient. Donc, on a la formation d'un range. Alors, ce range ne va pas tenir longtemps puisque vous voyez qu'ensuite, on a la clôture par le bas et on a en fin de compte 3 tests d'une zone support qui passe résistance. Et ce changement en fait qui se fait entre la résistance et le support intervient tout le temps sur les marchés et c'est même ce qu'on dit très très souvent, dès qu'une zone support est cassée, on s'attend à un retest possible, donc le fameux pullback retracement
pour tester la résistance. Dès que la résistance est cassée, on s'attend à un fameux retracement pullback pour du coup tester la zone en support. Donc là, on a un exemple qui combine un petit peu le tout, juste ici, mais vous allez voir, on a d'autres exemples derrière. Je vais déjà regarder s'il y a des questions ici. Dis-moi, Christophe, du coup, si c'est plus clair pour toi. Emmanuel qui nous dit quelles sont les meilleures configurations de chandelier japonais pour trader les supports et résistances en scalping. Il faut les backtester. Si tu veux, le souci, c'est ça, c'est qu'avec la vingtaine de configurations de chandeliers japonais, il faudrait pouvoir backtester. Et attention, quand on dit justement, et quand on est à la recherche de ce genre de réponse, quelle est la meilleure configuration des chandeliers japonais pour faire du scalping, il faut prendre tous les facteurs en compte. C'est quoi? C'est quel actif tu vas trader, de quelle fenêtre de tir, c'est-à-dire de quelle heure à quelle heure tu vas trader l'actif, comment tu identifies tes zones support et résistance, et seulement après, du coup, pouvoir comparer toutes ces figures de chandeliers japonais, du coup, dans cette fameuse zone que tu as définie, dans le bon timing et donc dans les bonnes heures, sur le bon actif que du coup tu trades, etc., etc. Et c'est que comme ça que tu pourras trouver la configuration. Parce que sans même avoir fait ce travail-là, et je peux très certainement te dire que par exemple, entre une Avalante et par exemple un doji, etc., tu n'auras pas les mêmes résultats en fin de compte, le même taux de réussite et la même efficacité entre, par exemple, ce qui peut être l'euro-dollar versus le Dow Jones 30. Tu vois ce que je veux dire? Parce que du coup, eh bien, tu as forcément, en fonction de la volatilité, ça dépend où tu places ton stop également, où tu vas chercher tes TP, tu vois, tu as tellement de facteurs différents, tes horaires de trading, l'actif, tout ça, qu'en fait, compte, ce n'est pas une réponse qu'on peut avoir de manière comme ça générale, c'est une réponse à aller chercher vraiment de manière précise avec des études statistiques et du backtest, c'est-à-dire regarder sur 500 trades. Est-ce que du coup la Valente est meilleure que le marteau, etc., etc. Tu vois ce que je veux dire? J'espère que c'est plus clair pour toi, Emmanuel. C'est le genre de questions qu'on pose très souvent, du coup, mais moi qui suis très basé sur les probabilités et statistiques, car pour moi, le trading, ça n'est limite que ça, eh bien, ces éléments de réponse vont se chercher dans les cas particuliers, fonction de chacun. Si par exemple, tu es sur des horaires de trading, du coup, qui correspondent pas, par exemple, aux séances qu'on fait chaque matin, mais que tu traites, par exemple, plutôt les marchés asiatiques, eh bien, tu auras encore peut-être potentiellement d'autres types de résultats selon les heures où tu interviens, selon ta façon de placer le stop, le TP, même si on parle toujours du même signal de trading. Tu vois ce que je veux dire? Pareil, la gestion de ta position qui sera très importante pour définir lequel de ces configurations pourrait être les meilleures. Du coup, combien de pips entre le haut et le bas de la zone support résistance? Très intéressant, Damien, comme question. L'élément de réponse certain que je peux te partager, c'est que c'est en proportion avec l'unité de temps sur laquelle tu te trouves. Si tu es sur une grande unité de temps, tu peux être sujet à bien sûr avoir plus de proportions un peu au-dessus, en dessous, donc une marge de manœuvre en fait plus grande au-dessus, plus grande au-dessous, que si tu étais sur un graphique M1. C'est normal parce que c'est proportionnel avec les mouvements et la volatilité tout simplement de l'actif. Donc il y en a qui vont aimer utiliser par exemple la différence entre les clôtures des bougies et les mèches pour essayer de définir la zone, et il y en a qui vont juste essayer de trouver le grand nombre de contacts possibles dans la zone, et il y en a qui vont aussi regarder si c'est un niveau de prix psychologique, etc. Tu vois. Donc c'est une combinaison d'un petit peu tout ça qui te donne une zone en fin de compte. Et c'est pour ça que pour trader les zones support et résistance, il faut aussi le signal dans la zone pour compléter du coup vraiment un scénario qui a du sens et pour pouvoir avoir un avantage statistique intéressant. Christophe qui disait oui, très bien, parfait Christophe. Du coup ici, je regarde juste la question. Loïc, voilà, quels sont les horaires de trading les plus pertinents? Alors, vérité générale, et tu nous parles pour les devises, le gold et le DAX. Alors, tout ce qui est boursier, Forex aussi, le gold aussi, mais le gold, ça va dépendre ensuite sur quelle unité de temps tu interviens, parce que tu peux avoir, bon, quelque part, le Forex et les indices, tu pourras avoir, si tu veux, des opportunités un peu en dehors des horaires que je vais te dire. Mais ça dépend si tu fais du swing trading ou on va dire, du day trading qui peut finir en swing trading. Mais la vérité, enfin les grandes vérités générales en tout cas, et ce que montre l'étude de la volatilité, c'est que clairement, de manière générale, la première heure et demie, voire les 3 premières heures de séance boursière européenne et américaine, pour les indices respectivement européens et américains, sont les meilleurs horaires. C'est là où il y a les plus gros volumes, la plus grosse volatilité du coup présente. Et c'est là où il y a clairement, pour un day trader et un intraday, enfin, si on parle du trader
qui fait du day trading ou du trader qui fait de l'intraday ou voire du scalping, c'est les meilleurs horaires pour intervenir sur les marchés, tout simplement ici. Après, c'est sans tenir compte du trading de news qu'on peut faire, bien sûr, à ce moment-là, autour des 14h30, autour, attention, pas sur les 14h30, vous le savez, quand on a des grosses news, comme par exemple le NFP, etc. Ce genre de backtest est effrayant, c'est bien compris, nous disait Jérémy Emmanuel, Emmanuel. C'est clair, bien évidemment, mais du coup, déjà de 1, c'est possible de le faire. De 2, c'est le prix à payer, si tu veux, quelque part, pour avoir une confiance vraiment bien développée, une expérience très, très bien développée, alors que tu passes pas 10 ans derrière les graphiques pour autant, parce que du coup, le backtest te fait gagner énormément d'expérience beaucoup plus rapidement, et que ensuite tu peux être beaucoup plus confiant sur ton compte réel, avoir une bonne stratégie de money management aussi à backtester, et mettre vraiment un plan en place pour tirer des compléments de revenus à terme, et plus loin aussi des revenus directement de la bourse et du trading. Mais voilà, et c'est comme tout dans la vie, on n'a rien sans rien, et c'est un travail très important, je trouve. C'est le travail que je fais, bien sûr, dans mon trading personnel. À Louis qui nous disait, du coup, ou peut-être rentable en investissant 100 dollars avec un effet de levier de 1%. Alors, ça dépend de ta définition de rentable. Tu peux être rentable même en tradant avec 50 euros. Être rentable, c'est gagner de l'argent. Après, je pense que ta question, c'est plutôt est-ce qu'on peut vivre du trading ou est-ce qu'on peut faire des compléments de revenus avec un compte à 100 dollars? Là, c'est plus compliqué. En général, quand on part de très petits comptes, on va prendre plus de risques pour faire grandir plus rapidement le compte, mais il faut être conscient que du coup, on prend tellement plus de risques que le compte peut sauter. Ça dépend comment vous faites les choses. Moi, par exemple, j'ai fait plusieurs exemples. Du coup, par exemple, cette année, c'était sur les futurs. J'ai fait 34% au départ en 15 jours parce que j'ai pris 4% de risque par trade. Donc, un risque calculé, mais bien pensé parce que j'ai une stratégie money management pour attaquer au bon moment ma méthode. Mais du coup, je n'irais pas faire ça si j'allais sur un compte à 20 000 euros, par exemple. Vous voyez la différence? J'avais un compte à 1837 euros, donc c'est pas la même histoire. Plus le compte est important, moins on a besoin de prendre de risques, en fin de compte, pour du coup aussi être plus tranquille au niveau de la psychologie, du coup prendre moins de risques et pour autant avoir des revenus. Et ensuite, on fait travailler les intérêts composés et c'est réglé. Manuel qui nous dit d'accord, c'est bien noté. Parfait, Manuel. Allez, on continue ici. Allez, sur le prochain slide. Voilà. Un exemple ici, justement, passation de zone support à résistance. On a ici, par exemple, un premier creux qui se forme. On a une autre réaction avec cette mèche ici, suivie d'une bougie haussière, et ça nous aide en fait directement à identifier une zone support. Mais cette zone support ne tient pas longtemps. Vous voyez qu'on a un test, on a 2 tests, et derrière, ça lâche directement. On va retrouver d'ailleurs un sommet par ici, un sommet par là et encore un sommet un petit peu plus haut. Mais si on prolonge cette zone support, vous voyez que ça correspond, en fin de compte, ces 3 derniers sommets au test de la même zone de prix, qui d'ailleurs se trouve être les 1,1150 ici sur l'euro-dollar. Mais cette fois-ci, on est passé de support. Donc, c'est une zone de prix qui était défendue, où on avait à chaque fois des acheteurs qui arrivaient, des ordres qui se déclenchaient pour de l'achat, à une zone au contraire qui est recherchée pour y trouver plutôt de la vente, pousser à la baisse et spéculer sur la dépréciation ici de cette paire Forex, l'euro-dollar en question. Donc voilà ici un exemple où vous avez ce changement justement de support à résistance. Ici un autre exemple justement un peu plus détaillé encore. Pareil, vous avez 2 tests ici, zone support du coup définie, rapidement cassé, retesté par une mèche, par un sommet. Donc, ça se retransforme très simplement derrière en fait en résistance. C'est un peu le principe que je viens de vous montrer dans l'exemple précédent. Mais il n'y a pas que ça. Vous allez voir que ces zones, du coup, changent en fait relativement souvent. Ça dépend de l'unité de temps sur laquelle vous allez intervenir aussi, etc. Et votre manière de l'identifier. Mais par exemple, ici, vous voyez que cette zone qui a été avec les 2 derniers sommets, donc juste ici, hein, hop, juste là et là, si vous voyez ma souris, cette zone est rapidement cassée. Et en fin de compte, elle se transforme juste derrière ici en zone support. Donc, la résistance passe en support alors qu'on était déjà support avant. Donc, en gros, ça fait support, résistance, support, le tout sur le même niveau de prix. Mais ça, c'est parce que le marché décide du coup de changer ce niveau-là, de le maintenir une fois pour tenter la baisse. La baisse ne donne pas suite. Au contraire, on repart et on remaintient ici le niveau, mais cette fois-ci, forcément, de l'autre côté, plutôt en support. On continue, on a un sommet qui se forme ici, donc ça nous donne une résistance. Les sommets et les creux, je vous le disais tout à l'heure, qui peuvent faire facilement office de zone support et résistance. Alors là, oui, on a
qu'un seul du coup test, donc on parlait de touchette tout à l'heure, ça peut être l'approche en fait où on a cette première indication, on va dire, mais il faut voir si par exemple dans le passé ça peut se tenir aussi par exemple. Et si on n'a pas en fait sur ces sommets en fin de compte quelque part plusieurs tests également. Parce que là par exemple sur ce simple exemple, vous voyez très bien que la même zone derrière se transforme en support, on réagit. Si on continue de monter sur le graphique, qu'est-ce qui se passe? En regardant à gauche, on voit qu'on a un graphique enfin un sommet pardon plus important, un peu dans le passé. On projette du coup ce niveau de prix dans les cotations qui sont en train de se faire. On s'aperçoit qu'on a une première réaction ici, certes en résistance, alors c'est pas une grosse réaction, mais on voit l'intérêt du coup de ce niveau de prix qui joue résistance jusqu'à ce qu'il soit cassé pour ensuite passer sur un test de mèche de l'autre côté en support. Vous voyez, le marché tourne toujours un petit peu sur un changement support, résistance, résistance, support. Et le travail du trader, s'il veut se baser bien sûr, sur ce principe de support et résistance qui est, je trouve, très, très intéressant, eh bien, c'est de comprendre ce changement-là et de comprendre, du coup, quelles sont les meilleures probabilités de succès dans la zone en question au moment du changement ou au moment du respect selon le contexte. Car ici, c'est un contexte, par exemple, sans aucune tendance, puisque vous n'avez pas mis d'indicateur de tendance. Après, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas lire la tendance directement sur le comportement du prix, au contraire. Et là, même, j'ai envie de dire, les zones support résistance peuvent nous donner ce contexte-là. C'est-à-dire qu'à partir de là, on peut dire plutôt qu'on est baissier, ensuite on repart sur de la hausse, etc. Excusez-moi. Voilà, je vérifiais juste quelque chose du coup, mais ici, voilà, donc vous voyez bien que même ce concept en fait de zone support et résistance qui change en fonction de l'évolution du cours peuvent vous donner un principe également de tendance. Donc avant de partir sur la clôture ici, parce que je regarde la montre, il est 9h36, on a encore le temps, et on va partir sur des exemples graphiques directement sur la plateforme. Je vais voir s'il y a d'autres questions depuis. Du coup, Damien qui nous dit, quand tu dis bougie, appel, trait des zones support résistance, tu penses à quel type de schéma? Une angle monte. Oui, en fait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec un autre participant, je crois que c'était justement Emmanuel, c'est toutes les configurations de chandeliers japonais qui existent, mais on peut aller au-delà de ça, on peut aller carrément sur aussi des figures chartistes. Donc, je vous ai fait la dernière fois un webinaire sur les doubles sommets et les doubles creux. Ça prend déjà en compte ce concept même de zone support et résistance, mais c'est une figure chartiste en plus. On a pareil, du coup, ensuite, ce principe de zone support et résistance qu'on retrouve dans une épaule tête-épaule, inversée ou pas, etc., avec la ligne de coup. En fait, cette ligne de coup va représenter la résistance à casser ou le support à casser, pour le pullback derrière, comme je les expliquais, comme j'expliquais aussi dans l'article en question sur les figures chartistes. Et en fait, si tu veux, quelque part, tu peux même essayer d'utiliser un peu tout ce que tu as à disposition. Alors, je suis moins basé sur les indicateurs, comme vous le savez, mais certains vont attendre, par exemple, un retour sur zone support, trouver un RSI dans une zone extrême, et ensuite attendre que le RSI ressorte de la zone extrême pour rentrer sur l'opportunité. Bon, ça, libre à chacun, bien sûr. Je suis beaucoup plus basé sur le prix, donc à partir de là, oui, chandelier japonais, pourquoi pas, etc. Différentes configurations. Ouais, dis-moi si c'est clair pour toi, Damien, par rapport à ça. Donc, le premier exemple que je vous ai mis ici, c'est tout simplement la touche PVT du mini terminal. Vous le voyez ici, donc dans l'édition suprême. Donc, c'est simple. Hein, vous allez, en fait, dans les Expert Advisors, il vous faut le trading algo activé. Dans les Expert Advisors, vous avez ici Admiral mini terminal. Vous glissez sur le graphique. Du coup, vous cliquez sur OK. Et ensuite, vous avez ce petit format du mini terminal en cliquant juste là à côté de la roulette bleue. Ça passe tout simplement en mode maxi terminal. Et vous avez la touche PVT. Ici, alors dans le chart control, si vous ne l'avez pas de base, c'est dans la petite roulette paramètres. Vous cochez ici les espaces que vous voulez. Moi, je laisse juste symbole et le chart control. Et dans le chart control, vous avez pas mal de choses, dont ici, cette touche PVT. On retrouve l'exemple que je vous disais tout à l'heure, donc avec du coup un test là, un test ici, encore un test là, et le point pivot du jour qui tient aujourd'hui sur le GBP/USD en graphique horaire. Donc voilà, ça c'est un point pivot journalier. Il faut savoir que vous avez l'indicateur également ici, du coup, Admiral Pivot. Si je le glisse, hop, les paramètres arrivent là. Imaginons que je veux, par exemple, des points pivot horaires. Donc, je vais cliquer sur OK. Forcément, ils sont très petits, très serrés, puisqu'on est même sur le graphique horaire. Par contre, si je descends sur le 5 minutes, hop,
Et là, on va voir, d'ailleurs, il y avait les bandes de Windsor. Là, je retrouve mes points pivots horaires qui sont déjà plus espacés, qui peuvent déjà un peu plus me guider par rapport à la structure du marché, par rapport du coup à ces fameuses zones support, ces fameuses zones résistance. Là, par exemple, le point pivot, alors, pardon, excusez-moi, ça c'est si, c'est le point pivot horaire, pardon. C'est le code couleur entre le mensuel aussi que j'ai sur les graphiques, il faut que je fasse attention. D'ailleurs, je vais enlever le journalier, voilà. Donc, point pivot horaire, il est là. R1 par ici, R2 par là, R3 par là. Là, on est sur la S1, S2, S3. Donc, pareil, le même principe, quand on casse une zone, par exemple, la S1 est cassée en ce moment, elle est plutôt testée. Et on va zoomer un petit peu pour que vous voyez ça bien comme il faut. Ici même, à l'heure actuelle, la zone support S1 est cassée. C'est plutôt testé d'ailleurs en résistance. C'est le même principe, une zone support cassée qui passe résistance, que ce soit sur point pivot ou que ce soit sur autre chose. Donc, tant que j'y suis ici, je vais vous montrer, mais j'avais prévu, je crois, un autre graphique pour vous montrer les bandes de Bollinger, mais ça peut vous aider à trouver des zones, du coup, tout simplement de zones support et zones résistance, selon comment vous l'utilisez. Là, par exemple, on a une fausse cassure pour mieux réintégrer, mais ça ne tient pas très longtemps. On travaille le creux précédent, etc. Il faut savoir aussi, bon, vous avez ces phases d'extension intéressantes sur les bandes de Bollinger. Donc, vous pouvez l'utiliser pour plusieurs choses, cet indicateur des bandes de Bollinger. Il faut aimer l'utiliser, bien sûr. Là, par exemple, ce que j'y vois, c'est qu'on est relativement flat. On pousse, on casse pour mieux repartir. Donc là, c'est du false breakout aussi, rappel par rapport au webinaire sur les fausses cassures, etc. Mais c'est vrai que voilà, sur les périodes où ça range, vous pouvez retrouver des zones support, des zones de résistance intéressantes. Mais on va repartir aussi sur 2-3 concepts et on reviendra sur les bandes de Bollinger après. Je vais vous montrer quelque chose d'intéressant avec notamment Fibonacci. Fibonacci, le seul point important si vous souhaitez vraiment utiliser cet outil-là avec pertinence, c'est pour ma part de trouver de manière systématique le point de référence qui va vous permettre de dessiner tout simplement ce retracement, donc le point d'origine et le point final pour vraiment dessiner, donc le sommet et le creux quand vous êtes sur de la baisse, le creux, le sommet quand vous êtes sur de la hausse, bien sûr. Donc là, par exemple, sommet ici, creux là, zone des 61,8 de Fibo ici, zone des 50. C'est un petit peu la zone favorite des traders de retracement de Fibonacci. Là, tout simplement, sans avoir aucun autre test, juste avec du coup l'amplitude de ce mouvement-là, un retour de moitié de mouvement, c'est-à-dire les 50%, du coup, nous donne une zone support et résistance. Donc là, on n'a besoin d'aucun toucher, on a juste besoin de bien tracer ces zones de retracement, donc c'est-à-dire de bien utiliser l'outil de retracement de Fibonacci. Pareil, c'est pas un saint Graal, ça ne fonctionne pas à 100% du temps, etc. Des fois, vous dépassez, et il y en a même qui ont des stratégies de cassure des 61,8 pour aller plus haut, etc. Donc là, c'est le test de la zone. Donc si je vous écarte un petit peu ça, vous le verrez peut-être mieux comme ça. Voilà. De cette zone de prix, en fait. Et là, vous voyez clairement que c'est une zone entre les 50 et les 61,8 de Fibo. On est plutôt dans un marché baissier puisque on va d'un sommet à un creux, donc on attend un retracement et on a une zone qui se définit pour jouer la poursuite. Donc ça, c'est des stratégies qui tournent autour de Fibonacci. Je vous mettrai dans le descriptif de la vidéo aussi, bien sûr, l'article des 6 stratégies de Fibonacci, parce que je vous dis, il n'y a pas que les retracements qui peuvent vous permettre de trouver du coup des zones support et des zones résistance simplement ici. Pareil de ce côté-là, si on regarde un petit peu, on est aussi de retour même un peu au-dessus des 61,8 de Fibo. Pour autant, on continue parce qu'on est dans de la tendance baissière. Pareil un petit peu ici. Là, on est sur le test d'une mèche qui va aller sans trop de peine, je pense, sur les 78,6 de Fibo, voire 88 peut-être même. Et ensuite, on revient tester les creux, ça stagne. Bref, vous pouvez mettre du Fibonacci un peu pas dans tous les sens, mais il vous faut un marché directionnel quand même, bien évidemment, mais que ce soit assez intéressant. Là, par exemple, pour un exemple haussier très très simple, sommet creux, on retape du coup sans faire exprès pile poil les 50 de Fibonacci avant de continuer. C'est une zone support ici que vous ne pouvez pas identifier particulièrement autrement. Si on regarde le niveau de prix, c'est les 99-95, donc on n'est pas loin de la parité, certes. Donc là, on a un niveau de prix psychologique en plus, ce niveau de parité qui est juste là. Mais par exemple, on n'a pas de sommet précédent, vous voyez, donc c'est pas un retour sur structure, c'est vraiment ici, en plein milieu, mais on a du Fibo, on a un niveau de prix psychologique, et selon la stratégie de chacun, ça suffit pas pour prendre une décision et tenter, du coup, bien sûr, de prendre le trade, etc., etc. Donc voilà par rapport déjà aussi à Fibo. Je vais vous faire des exemples sur Fibo parce que c'est un outil très intéressant. Là, vous voyez qu'une zone support, elle passe résistance, donc support ici, résistance par là, résistance par là. C'est le genre de concept et le genre de choses que vous m'entendez énormément aussi parler dans la matinale Admiraz chaque matin.
Je regarde s'il y a d'autres questions ici. Très clair pour Damien, parfait. Kamel qui me dit bonsoir, bienvenue à toi. La lecture du prix en tant que supply and demand sont-ils cohérents si on compare du coup au simple support et demande? Donc je pense, tu veux dire au simple support et résistance, merci. Alors en soi, je ne parle pas ici particulièrement des zones supply and demand parce que ça mérite, c'est un sujet très intéressant et assez large, donc ça mérite en soi un webinaire complet dessus, mais c'est en soi des zones support et résistance quelque part aussi. C'est-à-dire que ce qui joint cette idée, si tu veux, entre zone support et résistance, tel on le voit depuis tout à l'heure ensemble, et les supply and demand, c'est le fait qu'on est en fait sur des niveaux de prix et des zones de prix, en fait, l'intervention des acheteurs ou des vendeurs. Et c'est ça qui est très intéressant. Donc après, si tu veux, tu peux les comparer. Il y en a qui vont trader que les supply et les demandes, il y en a qui vont trader que les zones support et résistance typiques, il y en a qui vont faire les deux pour avoir des confluences, etc. en plus. Ça dépend du style de chacun. Ça dépend vraiment du style de chacun. Mais c'est des concepts très intéressants, supply and demand, puisque c'est là aussi où se trouve aussi tout ce qui est order block, des concepts un petit peu comme la smart money, tout ça. Donc ça, c'est aussi des choses très, très intéressantes. Du coup, qu'est-ce que j'avais d'autre sous la main? J'avais le NZD. Alors, j'avais laissé ce graphique-là. D'ailleurs, ben, ça, c'était vous vous rappelez, les setups du webinaire double sommet, double creux. Mais c'était juste pour faire appel aussi du coup à des choses très simples, un rebond sur moyenne mobile. Alors là, vous avez la 50, là vous avez alors attendez, hop, pardon, c'est la 20, voilà, ici la 20 là, la 50 ici, vous voyez, ça fait des zones support dynamique, ça tient pas toujours bien évidemment, il n'y a rien de tel. Ici, on casse un peu pour mieux repartir. Ça fait aussi résistance dans l'autre sens. Du coup, par exemple, ici, là, on passe un peu au-dessus dans le nuage carrément. Sinon, là, c'est un peu mieux respecté, là aussi, etc. Donc, je vous le montre aussi, bien sûr. C'est pareil, je suis pas très, très fan des rebonds possibles sur moyenne mobile, etc. Mais voilà, c'est pour aussi des traders débutants, peut-être une solution où il y a beaucoup, beaucoup de traders qui apprécient cette moyenne mobile ou ces moyennes mobiles. Il y en a même qui en mettent 4, 5, etc. Bon, je suis pas trop dans cette optique-là, vous le savez. Trop d'indications tue l'indication. D'ailleurs, excusez-moi parce que je m'étais aperçu, il y avait un décalage ici. Donc, si vous vous demandez pourquoi la moyenne mobile est en avance, elle l'est pas. Et voilà, c'est réglé comme ça. On va partir sur le gold. Et voilà, c'était sur le gold que j'avais mis, du coup, ici, par exemple, les bandes de Bollinger. Du coup, bon, là, on a des petites cassures aussi, mais vous voyez que la zone de prix se tient plutôt pas trop mal, on va dire. Tout dépend de la sensibilité et des niveaux. Là, c'est quoi? C'est autour des 27. J'aurais dit par exemple les 27,50, un petit peu cassé, mais réintégré rapidement à chaque fois. Et du coup, c'est le départ de la baisse. Donc voilà, ici, hop, hop, hop. Pareil, hein, c'est pas des outils que j'utilise particulièrement, donc je vous les mets dans ces concepts ici vraiment dans le sens où ça peut de temps en temps vous donner des points de repère. Vous voyez qu'on a bien sûr ce concept de cassure de bulle aussi sur tout ce qui est bande de Bollinger. Faut tout simplement pas oublier que ça tourne autour d'une moyenne mobile. Hein. Ce n'est au-dessus que des déviations, en fin de compte, de cette moyenne mobile. Et voilà, des fois, surtout en fait en période de range, hein, que ça vous aide bien à identifier des zones un petit peu de support et de résistance. Sinon, en tendance, ben, l'idée, c'est toujours de voir percer la borne haute, percer la borne basse, etc. Sinon, du côté du DAX, là, c'était les exemples que je vous ai montrés tout à l'heure, tout simplement pareil. Moyenne mobile simple ici, je crois que c'est là 50 périodes, et puis des sommets à identifier comme ça. Normalement, sur un des graphiques, je vous ai mis, hop, voilà, je vous ai mis par exemple l'indicateur fractal, qui est un indicateur de Bill Williams, hein, tout simplement. Ici, dans les outils, vous avez Bill Williams. Il y a plusieurs indicateurs ici qui ont été développés hein, par ce trader ici. Fractal, somme oscillateur, bref, beaucoup de choses. Et ce point fractal permet en fait d'identifier systématiquement des sommets. Alors, c'est des petits sommets, mais si vous allez sur du daily, par exemple, vous avez ces deux sommets-là dans cette zone-là, eh bien, en fait, si vous descendez sur du graphique horaire, ça va vous donner, en fin de compte, toute une zone de structure de résistance. Donc, la prochaine fois qu'on viendra taper dessus, on s'attendra plutôt, par exemple, à de la résistance. Vous voyez un petit peu l'idée ici, du coup, qu'il y a. Mais je vais vous montrer aussi le dos rapidement. Je vais revenir voir s'il y a des questions, mais qu'on lise ensemble, bien sûr, ce concept vraiment de zone qui change. Donc là, par exemple, c'est de la résistance. On a des sommets, on a sommet, voilà. Ça pousse vers le bas, on y revient quand même. Ça pousse, ça hésite, boum, ça casse. Ensuite, on passe sans même, du coup, vraiment se retourner dessus. Attention, c'est pas parce qu'on a identifié une belle zone support ou une belle zone de résistance que, du coup, c'est
c'est un niveau de prix qui marchera quoi qu'il arrive. Non, au contraire. Là, il a fonctionné plusieurs fois. Ensuite, on le passe sans vraiment se retourner dessus. Et quand on se retourne plus sur le bout de cette mèche ici et très très peu avant de repartir, tester un peu, recasser. Ensuite, on retravaille ces niveaux par là. Bref, ça consolide, ça piège ici, boum, ça repart. Et vous voyez quoi? On a des retests. Et c'est là où vous voyez que un simple sommet en fait peut nous aider à identifier alors un simple sommet, j'aurais dû dire slash résistance, peut nous permettre d'identifier très simplement tout simplement la formation d'un futur creux possible slash support, puisque c'est la zone justement ici qui passe d'une résistance à support et on n'a pas 36 points de test, de toucher, etc. Donc c'est dans ce concept-là un petit peu, c'est un concept qui est très sympa parce qu'en fait on casse une résistance, on revient à tester en support. Là, un petit peu pareil, mais vous voyez, plus profondément, on repart. Là, un petit peu pareil, on repart, etc. Là, un petit peu pareil. Vous voyez, le concept ici, c'est vraiment comme ça que le marché évolue, un peu le champ correction, tout simplement. Retour sur structure, comme je le dis, puisque c'est un test de la résistance sommet qui se fait maintenant en support creux possible. Et du coup, on continue. Des fois, on ne revient pas sur le sommet en question. Là, vous voyez, on revient un petit peu plus sur la consolidation qu'on a là. Ensuite, on remonte et là, vous voyez, on revient sur rien du tout. On retravaille d'ailleurs ce niveau qui ne tient pas. On casse ces creux-là et vous voyez que le marché là est un petit peu plus piégeur, un peu plus différent. Et je voulais revoir ça avec vous, bien sûr, puisque c'est le concept même des zones support-résistance également en tendance. Donc voilà, après, sinon sur l'Ethereum, tout simplement les points du coup fractales qui vont vous permettre d'identifier des zones de sommet, même des obliques, puisque les obliques sont en soi aussi ici, c'est une oblique qui fait résistance, bien évidemment. Là, c'est une zone, c'est un niveau à l'horizontale avec 4 points fractales qui fait zone support. Donc voilà, vous voyez comment l'outil vous permet aussi d'identifier plus simplement et rapidement. Là, par exemple, hop, vous avez tout simplement 1, 2 ici, 2 creux, 2 sommets. Là, vous avez le dernier test qui maintient un range avant qu'on casse. Donc, zone support, zone résistance, tout simplement. Prix médian d'une zone de range, c'est également un principe de zone support résistance selon là où on se trouve à l'instant T. Voilà, je reviens sur le chat ici. Dites-moi du coup si du coup les réponses sont complètes pour chacun d'entre vous. Loïc, tu nous disais les bandes de Bollinger sont configurées par défaut. Oui, c'était les paramètres ici par défaut sur les bandes de Bollinger. Je voulais vous montrer aussi, bien sûr, ça marche sur tous les graphiques. Là, par exemple, même le marché action Apple directement, on a des zones support résistance. Donc là, c'est un peu le même principe que tout à l'heure. Quand vous identifiez un sommet, on peut avoir un retour sur structure, un creux, sommet, retour sur structure. Donc sommet, creux, vous voyez, sommet, on n'a pas de retest. Et oui, ça arrive. Sommet, on a un retest. Sommet, ici, on a un retest par là avec un gap, mais ça ne donne pas poursuite. Le marché se retourne. Et ensuite, bien tout simplement, qu'est-ce qui se passe ici? On a un creux qui est dépassé, qui est retesté seulement. Ici, vous voyez que le marché n'est pas parfait. Ça serait trop simple, sinon, bien évidemment. Il y a un joueur, je veux dire, un gagnant pour un perdant en trading. Donc, à partir de là, le marché doit être forcément un peu imparfait et piéger un petit peu le camp adverse. Mais par exemple, vous voyez, après, on a le creux, on revient pas super sur la zone, certes, ça repart, on maintient la zone support, ça recasse dans l'autre sens, un sommet qui passe du coup support, qui n'est pas maintenu par la suite, etc., etc. Donc c'est là aussi où vous comprenez clairement que le trading de support et de résistance, comme n'importe quel autre type de trading, indicateur, du coup order flow, smart money concept, price action, tout ce que vous voulez en fait en trading, peu importe ce que vous utilisez, c'est toujours des probabilités, des statistiques, du coup, et des probabilités de succès que vous mettez en place. C'est pour ça qu'il est important de bien analyser ça et de connaître son avantage statistique à employer telle ou telle méthode en trading. Ça, c'est très, très important. Ah Louis qui nous dit du coup, j'aimerais savoir si vous pouvez me rééduquer dans le domaine du trading. Voici mon numéro de téléphone. Alors, on va du coup éviter de partager des numéros de téléphone ici, du coup, à Louis, pardon. Je t'invite à regarder tout ce qui est contenu sur la chaîne YouTube Admirals. Beaucoup de tutos gratuits, beaucoup de choses intéressantes. On est live tous les jours de 8h30 à 10h. Et si tu souhaites ensuite me contacter directement, tu peux passer par les réseaux sociaux où tu me trouveras du coup très, très rapidement. Mais du coup, voilà, ici, ça ne sera pas l'occasion dans ces webinaires ici, qui sont en soi déjà de quoi, bien sûr, de faire une base, par exemple, de formation sur support résistance. On a vu pas mal de sujets. Je vais partager ça pour que vous retrouviez rapidement et simplement aussi pour ceux d'entre vous qui veulent voir le replay des autres webinaires. On va aller voir ça ici avec la chaîne YouTube.
Et on ne va pas tarder puisqu'il est déjà quasiment 9 heures. N'hésitez pas si vous avez encore des questions. Hop, je vois dans questions-réponses. Excusez-moi, Jam Jam. Du coup, comment les brokers manipulent les prix? Alors attention, les brokers qui manipulent les prix, c'est les market makers qui, du coup, te donnent eux-mêmes leur propre prix. Du coup, ça, c'est une différence. Attention. Est-ce que le nombre, nous dit Michel, on peut toucher la tendance plus forte pour changer la tendance. Le nombre de touchés, alors plus tu auras de nombre de touchés, plus la cassure pourra être violente, oui. Brunel, tu nous dis aussi bonsoir, lorsque l'on repère des zones support et résistance, sur quelle unité de temps l'analyse de combinaison de chandelier, l'analyse chartiste était la plus pertinente? Tout dépend de ce que tu fais, du scalping, de l'intraday, du day trading ou du swing trading, voire du trading de position, de positionnement sur du long terme, etc. Tout dépend, en fait. C'est ce que je disais tout à l'heure. Ça va vraiment dépendre de ce que tu veux faire et de la réactivité de ton trading aussi que tu souhaites avoir. Parce que si, en fait, plus tu vas être qualitatif, moins d'opportunités tu auras. Et du coup, ça va jouer sur justement quelle unité de temps tu utilises, avec quelle configuration de chandelier japonais, en fait, tu utilises. J'ai qui me disait, tu veux. Alors, par exemple, tu vas me dire de backtester, non. Du coup. Alors ça, c'est quand même une relativement vérité générale, hein. C'est-à-dire que plus tu as de toucher dans un range, c'est-à-dire aussi bien sur la borne haute résistance que sur la borne basse zone support, et plus la cassure risque d'être violente. Donc ça, pas forcément besoin de le backtester. Après, c'est comment tu vas en profiter que tu auras besoin de backtester. Donc là, je vous montre justement dans la partie playlist, vous allez retrouver ici, tac, 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 playlist. Je vais aller chercher dans tout ce qui a été playlist créé puisque là, vous allez retrouver vraiment toutes les playlists et on va retrouver les webinaires live qui sont juste ici. Voilà. Donc, à partir de là, vous allez retrouver tous les webinaires. Hein. Donc, stratégie de trading sur rebond des 3 bougies, double sommet, double creux. On avait fait sur l'inflation, on avait fait le bull trap et le bear trap. Donc, ça, c'était fausse cassure. On avait fait ici, du coup, comment trader la tendance, justement, des épisodes sur la psychologie. On avait fait aussi des épisodes sur du trading automatique, semi-automatique, investir en période, du coup, de marché clairement baissier, comment tirer un peu son épingle du jeu, du backtesting, des tutos sur le money management, le stop loss également, pas mal de choses en fait à regarder déjà. Donc ceux qui cherchent à plus se former, n'hésitez pas aussi à regarder bien sûr tout ça. Mehdi, qui est un super webinaire avec de belles explications. Un grand merci, un grand plaisir Mehdi. Très content que ça te plaise. Très content que ça te plaise. Une trendline peut-elle servir de résistance? Tout à fait, Yves, tout à fait. C'est ce que je disais tout à l'heure. Je crois que c'était, du coup, par exemple, tu vois, ici, tu as une ligne de tendance qui peut tout à fait faire du coup résistance, boum, ça casse. Et oui, oui, bien sûr, bien sûr. En fait, une résistance ne sera pas forcément juste un niveau à l'horizontale. Tout ce qui est oblique, pente baissière, ce sera de la résistance. Tout ce qui est oblique, pente haussière, ce sera du support. Louis qui nous disait, est-ce qu'on peut trader uniquement avec les bougies comme les marteaux, le pendu et les doji? Tout à fait, tout à fait. Il faut juste être patient, du coup, et savoir que tu n'auras peut-être pas toujours cette configuration-là de chandelier japonais dans ta séance de trading. Donc, pour en prendre compte, c'est tout. Freddy, merci Jérémy pour ce webinaire. Ça fait du bien de revoir les bases. Bonne soirée à tous. Avec grand plaisir, Freddy. Merci beaucoup pour ton message et ton retour. Il est déjà quasiment 9 heures. On va pas tarder à s'arrêter là. Je regarde juste s'il y a d'autres questions du côté questions-réponses aussi. Du coup, Amani qui nous dit est-ce qu'Admiral Market Jordanie est fiable et confiance avec Admiral Markets France? Oui, si Admiral le propose, c'est que c'est régulé, c'est fiable et qu'il n'y a pas de souci avec. Gracias, muy interesante, tu nous disais Roberto. Du coup, con mucho gusto, Roberto, du coup, avec grand plaisir. Rossi, qui déjà mis, existe-t-il un indicateur qui trace automatiquement les supports et résistances? Alors, j'en ai parlé dans le webinaire. Tu pourras regarder, si tu veux, le replay, mais tu peux utiliser tout ce qui est Fibonacci, donc retracement de Fibonacci, par exemple. Si tu veux vraiment quelque chose qui te fasse les zones support et résistance toutes seules, tu as les points pivots, clairement. Alors après, tu choisis les points pivots horaires, journaliers, etc., bien sûr, mais ça te donne des niveaux déjà tout seul. Ça, de base, les points pivots, c'est comme ça. Après, bien sûr, je t'invite à backtester aussi pour voir comment tu peux mieux intervenir en fonction de ces niveaux-là, tu vois. Projection, du coup, d'Osoda et OK aussi. Alors, au soda, je n'avais pas énormément creusé le dossier, je t'avoue. Donc, je ne te donnerai pas d'éléments de réponse ici. Moi, j'aime bien, si tu veux, vous donner des éléments de réponse sur des sujets que je maîtrise à 100%. Jérôme qui nous disait merci du coup pour tout, toujours des explications nickel. Avec grand plaisir, Jérôme. Un grand merci à toi.
pour ton message, ça fait super plaisir aussi. Je regarde si j'ai oublié quelqu'un. À Louis qui nous dit aussi merci pour cette explication de qualité, avec plaisir à Louis. Et du coup, François qui nous disait aussi merci. Alors, juste pour finir ici, donc toujours pareil. Un trading support résistance accessible pour tous les traders, simple à utiliser quand même. On a des outils pour les identifier, on l'a vu dans ce webinaire-là. Attendre des niveaux de psychologique, ça peut être hein, le petit plus aussi. Et puis bien sûr, à backtester également. Prochain webinaire, on parlera des actions fractionnées. Comment investir avec les actions fractionnées? Je vous montrerai des exemples concrets. On parlera de ce concept-là également ici. Et puis avant qu'on se quitte, bien sûr, je vous invite à toujours regarder aussi et prendre conscience du coup du disclaimer ici, des risques et des avertissements associés au trading. Vous pouvez mettre pause dans le replay, il n'y a pas de souci. Et si vous avez la moindre question, vous pouvez contacter Admirals via ici l'adresse mail du coup, ou nous suivre sur tous les réseaux sociaux, bien sûr, comme d'habitude. Damien qui nous dit merci, Jérémy, avec un like, avec grand plaisir, Damien. Merci à toi aussi d'avoir été des nôtres ce soir. Emmanuel qui nous dit aussi merci pour tout, Jérémy. Tes conseils sont des muses pour moi. Ça fait 6 mois que j'ai découvert le trading, et grâce à toi, j'ai vite assimilé les bases. Ça fait ultra plaisir. Merci beaucoup vraiment pour ton retour, Emmanuel. C'est vraiment plaisant de savoir que mon travail, justement, t'aide aussi et aide d'autres traders à avancer plus vite. C'est vraiment top. Maria qui nous disait bonjour, selon vous, est-ce qu'une bonne analyse USD-CAD du coup, je viens de faire suivant vos conseils. Alors, je pourrais pas aller ouvrir la plateforme ici, puisque pas supporté du coup actuellement par Admirals. Mais du coup, Maria, sinon tu peux m'envoyer ça sur Facebook, pourquoi pas, si tu me trouves sur Facebook ou quoi. Mais on en reparle demain, sinon. Il faudra que je l'ouvre sur un autre graphique et que j'aille voir tout ça si tu veux. L'Empaillé qui nous dit merci beaucoup, je t'en prie, Jean, avec plaisir. Jam aussi qui nous dit merci pour tout, avec grand plaisir. Jam et Mehdi qui nous dit merci et bonne soirée. Je serai présent la prochaine avec grand plaisir. Donc, au rendez-vous donné ici. On avait aussi Françoise qui nous dit merci, tu es efficace et du coup, surtout compréhensible. Merci beaucoup Françoise, ça fait très plaisir. Sylvie aussi qui nous dit merci pour ce super webinaire, j'avais mis avec grand plaisir Sylvie. Et Ronald aussi qui nous dit merci, à bientôt, à très vite. Du coup, Ronald, et on a aussi Bakar qui nous dit rien à voir avec les supports résistance, mais je voulais savoir si Admiral, du coup, vous avez l'option d'ouvrir des comptes sur des micro-lots. Alors, on a les micro-lots chez Admiral, tu peux trader par exemple le DAX, le Nasdaq et le DO. Alors, le Nasdaq, je crois que c'est seulement 2 centimes le point. Enfin, déjà 2 centimes le point, mais tu peux faire 1 centime le point sur le DAX et le Dow Jones 30 ici aussi. Je regarde juste dans les questions-réponses s'il y a du coup de dernière question que j'ai pas vue. Georges qui dit bonsoir à tous. Possible de faire du trading carnet d'ordre avec Admiral pour savoir support et résistance seront cassés. Sur CFD, tu n'as pas de carnet d'ordre du coup digne de ce nom-là. Donc non par rapport à cette question-là. Du coup, en trading réel sur Admiral, quel conseil? Raphaël, question vague, il faudrait que tu me donnes plus de détails. N'hésite pas, hein, dans le live de demain matin, 8h30, 10h, on reprend tout ça si tu veux. Je peux utiliser Admiral Market depuis Haïti, nous disait Marie. Bonne question à demander au chargé de clientèle directement depuis le site internet dans le chat pour t'en assurer. Je ne voudrais pas te dire de bêtises là-dessus. Du coup, Georges, voilà, j'avais répondu à ta question par rapport à ça. Cash backtest, c'est quoi? Cashback, pardon, c'est quoi? C'est le moyen, si tu veux, de te faire rétribuer du coup par rapport au trade que tu prends quand tu as l'offre cashback qui est présente chez Admirals. Donc voilà, Georges, par rapport à ta question. Michel qui dit merci pour les explications. Je prends confiance sur les marchés tous les jours grâce à toi. Bonne journée à toi et à bonne soirée, pardon, à toi et à ta famille. Merci beaucoup, Michel. Ça fait très plaisir aussi à lire comme message, clairement. Allez, je vais m'arrêter là pour ce soir. Merci pour tous vos messages, clairement. J'espère avoir, du coup, oui, non, j'ai répondu aux questions de tout le monde. À demain matin et Calino à ta puce. Merci beaucoup, Françoise. Compte sur moi, clairement. Elle va pas tarder. Oui, justement, merci de Sylvie, je t'en prie. Merci à toi aussi, Karine aussi. Merci à vous tous. Très, très bonne soirée, bien sûr. À très vite. Demain matin, 8h30, 10h dans la matinale Admirals. Et sinon, dans, du coup, 15 jours, tout simplement, pour le prochain webinaire. Très bonne soirée à tous.